Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat intitulé Les vies parallèles avec Emma Becker et Yves Bichet, animé par Olivier Vogetta. Donc on va laisser 2-3 minutes pour que les personnes se connectent. Et je vais me présenter. Je suis Irina, je fais partie de l'équipe démo depuis novembre. Il faut savoir que l'école Lemo est une école fondée en 2017 par Alexandre Lacroix et Élise Lebout, et qui repose sur une idée très simple mais assez innovante que écrire s'apprend, au même titre que par exemple la musique, le théâtre, ou la peinture, ou la danse, voilà, s'apprend par exemple en conservatoire. C'est ainsi voilà que l'école est née. Donc l'idée c'est vraiment d'offrir des ateliers d'écriture animés par des écrivains de métier qui ont publié, donc, par exemple, voilà, comme Emma Becker ici présente. Et l'idée que les auteurs viennent transmettre leur savoir-faire auprès de personnes qui désirent progresser dans l'art d'écrire et peu importe où ils en sont dans leur projet d'écriture, que ce soit au début ou qu'ils aient fini un manuscrit. Donc voilà, plus que des ateliers d'écriture, c'est également un peu un écosystème littéraire avec des libraires, des agents littéraires, des éditeurs. Donc les mots grandissent vraiment avec cette perspective d'écosystème. Et donc en termes d'accompagnement, il y a disons 3 grands types d'accompagnement que l'on propose. Des ateliers hebdomadaires d'écriture, donc où c'est un rendez-vous fixe à raison de 2 à 3 heures par semaine, avec un petit groupe et animé par un auteur autour d'une certaine thématique. Ensuite, nous avons également les ateliers à distance qui nous ont notamment permis de nous ouvrir à l'international, où là, tout l'atelier est mené par correspondance. Vous recevez une consigne d'écriture dans votre boîte mail et ensuite, vous avez une semaine pour renvoyer votre texte à l'auteur. Et enfin, nous offrons également des suivis de manuscrits où vraiment vous serez accompagné par un auteur qui choisit votre projet et qui vous accompagne en très petit comité de 3 à 6 personnes tout au long de l'écriture de votre manuscrit. On vous donne vraiment donc toutes les armes pour être autonome dans l'écriture de votre roman. Et ensuite, nous avons également un service de relecture de manuscrits où nous avons un comité de lecteurs professionnels donc, qui ont travaillé, qui ont fait des lectures en maison d'édition, qui vont vous relire et s'ils ont un coup de cœur pour votre manuscrit est transmis à un comité éditorial. Donc, pour information, pour tous les participants qui sont avec nous, si vous avez des questions lors du débat, je vous invite à les poser dans l'onglet questions-réponses en bas de l'écran. Et vous pouvez également voter pour vos questions favoris en appuyant sur le petit pouce à côté de la question. Et donc, les questions les plus populaires seront posées à la fin de ce débat. Donc, je vais maintenant présenter Olivier. Olivier qui donc est un ambassadeur qui se trouve maintenant à Sydney. Et donc un ambassadeur de l'école Lemo qui a suivi un atelier d'abord avec nous. Ensuite, a participé à notre service des manuscrits qui, à l'époque, s'appelait La Rencontre. Et donc, tu as été finaliste de La Rencontre, puis tu as trouvé ta maison d'édition. Et depuis, tu es ambassadeur des mots assinés. Donc, merci beaucoup d'avoir préparé ce débat et de l'animer aujourd'hui. Je vais te passer maintenant la parole. Merci beaucoup, Irina, et bienvenue, Emma et Yves. Je suis vraiment ravi d'être en votre compagnie ce soir et ce matin chez vous. J'ai, en guise d'introduction de ce débat sur les vies parallèles ou de cette conférence sur les vies parallèles, je vais vous donner une petite anecdote de ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. J'étais sur mon canapé à côté de mon épouse. Et je revoyais un peu les notes que j'avais mises dans un document Word avec un peu tous les sentiments que j'avais eus quand j'ai lu vos livres, les questions que j'avais, aussi ce que j'ai cru comprendre en vous lisant, parce que j'ai essayé de bien vous lire. Et j'ai revu toutes ces notes et puis en même temps le déroulé de cet événement que j'avais préparé il y a 2 jours avec je me suis rendu compte non que ça tenait pas. Et donc je me suis mis par terre. Ma femme m'a regardé avec surprise. Je me suis mis par terre avec toutes mes feuilles imprimées et je me suis mis à découper
toutes les questions, tous les mots, les sentiments, et pour essayer de tout remettre dans l'ordre, pour essayer de faire, de tirer un sens en fait de ces vies qui vous animent, de ces vies parallèles que j'ai découvert à travers vos œuvres, et aussi de ces vies en creux, parce que les livres c'est un peu le plein d'une existence, ce que vous voulez bien montrer. Et puis après il y a la vie en creux qu'on ne voit pas mais qu'on essaie d'imaginer. Et puis comme on le sait, un livre c'est à moitié écrit par un lecteur. Donc j'ai essayé d'écrire ma part et de ce travail-là mardi soir qui s'est terminé très tard. J'ai ces feuilles-là, vous voyez, avec des morceaux de vie, des morceaux de vos vies que j'ai mis sur des feuilles A4 et que j'ai un peu stabiloté. Voilà, donc c'est ces vies parallèles-là que j'ai essayé de mettre là dans un ordre qui, j'espère, fait un peu de sens, euh, en tout cas à vos yeux. Mais ça a été pas facile, voilà. Euh, mais je vais vous expliquer tout ça. Et je vais vous expliquer tout ça en citant d'abord Gide, que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan et il disait que j'appelle un livre manqué celui qui laisse intact le lecteur. Je ne sais pas si vous connaissez cette citation, mais en tout cas les livres que j'ai lus de vous, euh, ils m'ont ils m'ont pas laissé intact. Ils m'ont hanté et ils me hantent toujours aujourd'hui, des jours et des semaines après avoir lu vos différents livres. Et sans doute une des raisons pour laquelle ces livres m'ont hanté et me hantent toujours et ne m'ont pas laissé intact, sans doute parce que vous-même vous n'êtes pas intact. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais ici. Et j'espère que dans cette rencontre, on va essayer de parler de vos livres, mais aussi de parler de votre vie intérieure, de ce qu'il y a en creux, pour essayer de comprendre cette double vie que vous avez. Parce que dès lors qu'on a une vie intérieure, on a une double vie. Donc voilà, c'est un peu un préambule pour vous expliquer comment j'ai envisagé cet événement et aussi pour nos auditeurs aujourd'hui, nos spectateurs, d'expliquer comment la genèse en fait de cet événement. Donc maintenant, je vais me tourner vers vous, Emma Becker. Euh, je vais dresser un rapide portrait de vous pour nous mettre dans le sens de la marche, commencer du début. Et puis vous n'hésitez pas à m'arrêter si jamais je dis des bêtises. Et puis après, je vous poserai une première question et je ferai la même chose avec Yves juste après. Donc le CV de Emma Becker. Donc née Emma Durand en 1988 à Antony, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez une mère qui lit et donc vous lisez très tôt. Vous êtes vous-même maman d'un petit garçon, si je ne m'abuse. Vous avez une éducation catholique, un bac L, et puis après vous avez fait psycho, lettres, hippocagne, pas exactement dans quel ordre. Alice et Louise sont vos deux sœurs. À ce que je comprends, elles sont importantes pour vous. Vos parents ont divorcé. Sont importantes pour vous? Très, oui. Vous avez des parents qui sont divorcés, qui ont divorcé quand vous aviez 11 ans. Vous habitez à Berlin, car je cite, c'est moins cher et c'est plus propice à l'écriture, et aussi parce que vous avez une grand-mère allemande. D'où le nom adopté de Becker. En arrivant, vous avez été serveuse, fleuriste, et puis vous en avez eu marre. Vous êtes devenue travailleuse du sexe dans un bordel, parce qu'il faut bien payer ses factures. Ou plutôt, vous avez été payé pour être journaliste undercover dans un bordel, car vous n'écrivez jamais mieux que sur les choses où vous faites l'expérience. Vous êtes une écrivaine de l'immersion. Votre matière de travail est le corps, le vôtre. Vous écrivez sur vous-même, sur les hommes et les femmes qui vous entourent. Vous êtes dans l'autofiction. Stephen King est votre écrivain préféré, sans doute parce que vous aimez vous faire peur, vous mettre en danger, comme quand vous vous appeliez Justine sur les sites de petites annonces quand vous aviez 18 ans. Et c'est peu après vos 18 ans que vous avez publié Monsieur, votre premier roman, un grand succès. Et donc, d'où ma première question pour me mettre dans le sens de la marche et aussi pour faire un peu ce que disait Yves Bichet dans
dans les terres froides. On va se tourner vers l'enfance. Et se tourner vers l'enfance, c'est chercher les coupables. Donc, ma première question pour vous, Emma Becker, c'est qui était la petite fille Emma et qui étaient les coupables? Waouh! Je pense que je pense qu'on ne peut pas poser cette question, à une femme sans, immédiatement, enfin, je veux dire, c'est une question qui est quand même pleine de sens. C'est la question que vous posez maintenant et que je me pose maintenant que je suis en train d'écrire mon 4e bouquin. J'imagine que dans la construction d'une femme, il y a toujours forcément, il y a toujours forcément un coupable, peut-être plus que dans la formation d'un homme, je sais pas. Mais j'ai l'impression d'être restée quand même, très en contact avec cette petite fille. Enfin, j'ai l'impression que c'est elle, qui a toutes ces idées et que finalement, d'une certaine façon, je suis un petit peu et voilà et j'analyse, je décortique les expériences, que cette petite fille avait envie de faire. Enfin, j'espère en tout cas, que quand j'écris, c'est toujours avec la voix de cette petite fille-là. Mais c'est une question intéressante que vous vous posez et très tranchante, je trouve. Merci. Et vous saviez déjà que vous alliez être écrivaine quand vous aviez 7 ans? Ben, j'écrivais 11 déjà, ans? j'écrivais des petits bouquins, sans prétention, mais j'aimais beaucoup ça parce que je pouvais, enfin d'ailleurs toujours comme aujourd'hui que j'ai 32 ans, parce que la vie, toute seule me paraissait, peut-être pas suffisamment, riche quoi. Je trouvais qu'on pouvait s'inventer, des vies plus intéressantes, et plus complètes quoi, plus conformes à ce que moi j'attendais. Très bien, très bien. Et ma dernière question avant de passer, à Yves, c'est, donc vous avez sorti ce bouquin, Monsieur, qui fait un carton. Je ne sais pas quel âge vous avez exactement, 18, 20 ans? Vous êtes jeune? Vous avez 21. 21. Comment vous avez vécu, en fait, ce succès, alors même que vous étiez, jeune adulte et sans doute avec d'autres préoccupations, quoi, et d'autres distractions aussi, sans Ah bah, dire mes d'autres mots? distractions, non, enfin non, j'avais pas grand-chose d'autre parce qu'en fait, écrire et les hommes en général, c'était un petit peu, c'est un petit peu mon moteur. C'était à peu près la seule chose qui m'intéressait. Bon, ça et les livres, mais enfin tout est lié. Je pense que quand on vit un succès, d'écriture, c'est pas la même chose que de sortir un album et de se retrouver, enfin sur toutes les couvertures de magazines, tout ça. C'est quelque chose d'un petit peu particulier, cette attention tout à coup qui est portée sur vous. Hem, Bah, c'était un petit peu l'accomplissement de ce que j'avais toujours voulu faire. Enfin, j'étais ravie de devenir écrivain, même si, en vrai, c'est pas tellement l'approbation du public qui change quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'était à l'époque pour moi une grande joie, d'être lue, peut-être comprise, et j'avais moins la problématique d'être comprise qu'avec la maison, par exemple. C'était pas du tout le même genre de discours, pas du tout le même genre de bouquin. Mais c'est vrai que je pense que j'ai passé le reste de ma vie à courir après cette attention et ce regard, quoi. Et ce qui est très lié non seulement à mon boulot, mais aussi au fait que je sois la fille que je suis, quoi. C'est-à-dire qui est très pour qui l'attention et l'attention des hommes en particulier est quelque chose de crucial. Encore, encore aujourd'hui, malheureusement. Enfin, ou heureusement, je sais pas. C'est un peu mon fonds de commerce. C'est intéressant. On y reviendra et on reparlera de la maison, un peu plus tard. Mais en tout cas, merci pour ces réponses. Yves, alors, même traitement, hein, pas de jaloux. Donc je vais dresser un petit portrait de vous et puis vous m'arrêtez aussi, hein, si jamais je dis des bêtises. Donc Yves Bichet, vous résidez à Grignan, en Drôme provençal, pays des roses trémières et des martinets, ces oiseaux du vent. C'est aussi là que la marquise de Sévigné est morte et inhumée. Elle venait régulièrement rendre visite à sa fille, épouse du comte de Grignan. Vous êtes, ancien salarié agricole, vous aviez travaillé les lavandes, vous avez été maçon à votre compte, dans le gros œuvre, ce qui signifie que vous travaillez l'été, et ce qui vous laisse du temps en hiver pour écrire. Vous êtes un collègue de Catherine Ray, un ancien collègue de Catherine Ray, qui était notre invité de fin janvier, sur la fin du roman, que je salue au passage si jamais elle nous écoute. Donc collègue, aux éditions Le Temps qu'il fait. Et puis est venue La part animale. Donc votre premier roman, un retentissant succès,
ce qui fait écho un petit peu à Monsieur de Emma Becker. Donc vous avez tous les deux commencé par quelque chose de très fort, un grand succès. Et puis avec un film où joue Niels Arestrup, entre autres. Donc le 7e art ne s'arrête pas là pour vous. Vu que vous avez un fils dans le cinéma, et puis que vous êtes lancé après ce film dans une carrière de scénariste qui vous permet de payer les factures, justement, d'une autre façon. Et puis dans la vie d'Yves Bichet, dans la vôtre, il y a Philippe Jacotet. Et c'est pour ça que je me suis permis d'être un peu poète, d'essayer d'être un peu poète au début de ce portrait. Donc Philippe Jacotet, Grignan, c'est aussi le pays de ce poète suisse dont vous vous sentiez si proche, un poète du presque et du non-dit, de la mesure et de la justesse. La première fois que nous nous sommes parlé au téléphone, Philippe Jacotet venait de mourir la nuit d'avant, à l'âge de 95 ans. Vous avez quand même accepté de me parler. Et je retiens de vous cette acceptation de me parler en dépit des circonstances dramatiques et sans doute de l'état dans lequel vous étiez. Pour cela, merci. Et après, j'ai lu de vous un certain nombre de livres, à commencer par L'homme qui marche, et puis j'ai commencé Les enfants du tumulte, un roman post-68 parts. Vous marchez, mais vous avez le dos bousillé, comme de nombreux maçons. Vous avez gardé de ce métier quelque chose dans votre écriture, je trouve. Votre matière de travail n'est pas le corps, mais le sable, les pierres. Et aussi, lors de votre premier roman, les poules et les coqs reproducteurs. Vous explorez dans la part animale la profession de branleur de dindons. Le seul livre, à ma connaissance, qui explore cette profession méconnue. Et le seul livre aussi où peut-être il y a une part d'autofiction, une part de vous, une part d'autobiographie, puisque c'était un peu votre domaine. Donc comme Emma, vous aimez le danger, vous aimez vous mettre en danger, mais chez vous, ça passe plutôt par les personnages fictifs, des héros de romans. Et donc, ma première question pour vous, pour démarrer aussi, Yves Bichet, c'est la même en fait que pour Emma, c'est qui était le petit garçon Yves et quels sont les coupables? Qui étaient les coupables? Alors, le face-à-face avec Emma est amusant, est intéressant à plus d'un titre de mon point de vue, et en particulier sur celui-ci, c'est-à-dire que moi je considère que ma vie personnelle est totalement inintéressante, qu'elle mérite absolument pas d'être mentionnée, d'être racontée, sinon de façon très médiatisée, effectivement dans mon premier roman, parce que bon, c'est vrai que j'ai eu un stagiaire qui était branleur de dindons, qui masturbait des dindons et qui inséminait des dindes. Ça a beaucoup amusé ou intrigué le monde parisien qui savait pas ce que c'était qu'un dindon et qui imaginait même pas ce que c'était que le sexe d'un oiseau. Ça, on pourra en discuter, Emma, parce que ça vous rejoint dans un sens. Donc, quand dans Les Terres froides, je dis que se tourner vers l'enfance et chercher des coupables, c'est une affirmation négative, c'est-à-dire que j'essaye moi de ne pas chercher des coupables et de ne pas me retourner vers l'enfance. Toute ma conviction d'auteur réside dans le fait que je pense, sauf exception, et c'est là où c'est très intéressant avec Emma Becker, sauf exception, je pense que l'histoire personnelle est inintéressante, ne mérite pas globalement, dans la plupart des cas, d'être racontée. Parce que pourquoi? Parce que la plupart des auteurs qui m'ont intéressé, des écrivains qui m'ont passionné, sont des écrivains de fiction pure. Et parce que je pense que le regard sur soi-même aboutit quasiment toujours, mais sauf chez Emma, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup d'être avec elle, à l'apitoiement, à une forme d'apitoiement, une forme de regard effondré sur soi-même, qui est assez français. Hein, le phénomène de l'autofiction est spécifiquement français. Et cet apitoiement, bon, m'intéresse pas. Non pas que l'un ou l'autre des auteurs qui sont spécialisés dans l'autofiction ne me passionne pas, parce qu'un livre ou l'autre va me paraître nécessaire,
mais la nécessité qui, pour moi, est l'essentiel du travail de l'écrivain, la vraie nécessité, elle apparaît dans le témoignage au début. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce regard infini et répété sur soi-même? Voilà, on peut ne pas en sortir et on peut lasser. Et donc voilà, je cherche pas des coupables. Il y en a, mais je les cherche pas vraiment. Je cherche autre chose. Je cherche une forme de péril que je trouve qui existe essentiellement dans la fiction. Mais de nouveau, je répète, sauf exception, parce que le péril auquel se coltine Emma Becker est tout à fait différent. Il est sûrement extrêmement courageux et sûrement extrêmement nécessaire. Donc, c'est un contredit de mon propos général. On reviendra sur le point du danger un peu plus tard. D'ailleurs, il y a cette citation du Cid de Corneille: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et je crois que vous, votre camp, Yves, c'est vraiment l'écriture comme vecteur d'expérience. Donc l'écriture comme façon justement de changer de vie et de vivre ces périls. Dans votre presque vraie vie. Et puis Emma, c'est plutôt l'expérience comme un vecteur d'écriture. Donc ça sera nos deux parties juste après. Mais avant d'y passer, j'ai une autre question pour vous Yves. C'est comment vous avez concilié le métier d'ouvrier agricole et de maçon avec l'écriture? Où trouviez-vous votre inspiration, le temps et l'énergie d'écrire? Et puis aussi, comment passer d'une profession tellement lointaine de l'écriture à la publication de vos premiers poèmes chez Gallimard, puisque c'est comme ça que vous êtes rentré à la NRF. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer votre parcours et cette transition? Comment ça s'est passé? Ben, il y a une forme d'anecdote pure dans le trajet des auteurs, hein, ou enfin de tout le monde, auteur ou pas d'ailleurs, des séries de circonstances. Je suis d'une génération où il n'y avait pas trop de hiérarchie des professions, des gagne-pains. Maintenant, c'est beaucoup plus installé, le système hiérarchique et la peur des métiers manuels, etc. Moi, quand j'avais 18 ans, c'était pas du tout le cas. C'était une période très ouverte du point de vue des conceptions des métiers. Enfin, il y avait beaucoup moins de hiérarchie. Donc, moi, j'ai pris en gros les boulots qu'il y avait. C'est-à-dire, quand je suis arrivé à Grignan, pour différentes raisons, j'étais salarié agricole parce qu'il y avait besoin d'ouvriers agricoles. Aussi bête que ça. Et j'écrivais pas à ce moment-là. La liaison, elle est assez étrange. Elle est plutôt par défaut, c'est-à-dire que je trouve que des métiers comme ceux que j'ai fait, donc salarié agricole pendant 10 ans, mais surtout maçon, avaient cet intérêt majeur qui est qu'en quelques minutes, quand on met en route une bétonnière et qu'on commence une maison avec les responsabilités que ça veut dire, avec des ouvriers, etc., du personnel, le livre qu'on est en train d'écrire ou les pages qu'on est en train d'écrire, dégagé à la seconde, tout est nettoyé, c'est pas possible. La matière pure, c'est de la pierre, le mortier, le ciment, la chaux, la ferraille, etc. Et les lois de la construction sont tellement prégnantes que ça évacue à la seconde cette sorte d'exaltation qui est nécessaire malgré tout dans l'écriture. C'est ça qui est très bizarre, c'est-à-dire que sans exaltation on ne fait rien, mais il y a tout de suite trop d'exaltation, et donc mes métiers, enfin en tout cas mon métier de maçon, parce que je l'ai fait beaucoup plus longtemps que celui de salarié agricole, avait cet avantage, c'est-à-dire qu'en quelques minutes de travail, j'oubliais que j'étais totalement obsédé par une page, tout ça me paraissait vain, quoi. Prétentieux et vain. Alors, je ne sais pas comment on peut rebondir avec Emma, mais elle, sa matière, c'est le corps. Moi, ma matière, elle était extérieure, mais le corps, on y revient toujours. Il fait partie de l'écrit, dans une certaine mesure, de tous les auteurs.
dans lequel il y a une sorte de drôle de jonction permanente entre une activité professionnelle et un besoin ou un désir d'écrire et de témoigner. Moi, pour finir, j'ai jamais écrit sur mon boulot. J'ai écrit un recueil de nouvelles sur le geste qui s'appelle La beauté du geste, qui n'est pas publié encore, parce que je trouve que j'ai quelque chose à dire sur le geste, mais c'est tout. Ça m'aide, ça m'a aidé dans mon travail d'écrivain, parce que ça lessivait la prétention de l'auteur, radicalement. Et vous, Emma? Très bien. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites parce que moi, je suis toujours quand même en parallèle, je travaille toujours dans un café et c'est vrai que je me suis toujours dit que finalement, l'activité manuelle pure, sans réflexion derrière était, d'une certaine façon évidemment frustrante parce qu'on préférerait enfin moi parce que moi je préférerais écrire, mais en même temps, bénéfique à l'écriture dans le sens où, de plus avoir la tête prise dans ce brouillard et d'occuper seulement ses mains, pour peu que ce soit pas une activité dangereuse, genre maçon, je pense pas que vous pouvez vous permettre de penser à autre chose en même temps. Les accidents sont vite arrivés. Mais enfin, serveuse, en faisant un café, on peut tout à fait atteindre en fait une plage de sérénité où le corps est en pilote automatique et la tête continue à travailler, mais d'une autre façon, quoi, d'une façon que je trouve assez assez propice, quoi. Et puis ne pas mettre toute la pression sur l'écriture aussi, je trouve est importante parce que si c'est quelque chose, pour moi c'est quelque chose que j'adore faire et que je considère pas comme un travail parce que j'ai la chance d'adorer ça. J'ai pas tellement envie d'en faire un travail pur, quoi. Et ça a toujours été une prise de respiration que de travailler, de faire totalement autre chose à côté. Donc je comprends ce que vous voulez dire. Très bien. Merci tous les deux. On va reparler de tout ça, bien sûr. Mais d'abord, parlons donc un peu de l'expérience comme vecteur d'écriture. Et on va commencer par vous, Emma. Et on va parler de La Maison, donc votre roman qui est sorti sur votre expérience à Berlin dans un bordel. Et quelque chose m'a frappé en vous lisant, et j'en ai un peu discuté d'ailleurs avec Yves par email interposé, cette frontière donc à la fois perméable et incertaine entre la vraie Justine dans votre roman, donc La Maison, et la fausse Emma. Et la fausse Justine et la vraie Emma. Comme si vous étiez en fait au travers de l'une et de l'autre, en dehors de vous-même, comme si vous les regardiez en fait, toutes les quatre, se dépatouiller avec leurs doutes, leurs peurs, leurs fantasmes aussi, comme si c'était un peu des poupées ou des marionnettes, et que ce qui leur arrivait quelque part, ça vous faisait rien, où vous n'aviez pas vraiment de préférence dans ce qu'elles faisaient ou dans ce qu'elles faisaient pas, dans leurs attentes, dans leurs échecs, dans leurs triomphes. Et donc, la première question là que j'aimerais vraiment vous poser entre la vraie Justine, la fausse Emma, la fausse Justine, la vraie Emma, c'est laquelle des quatre tient la plume sans pour autant trahir celle que vous êtes réellement, si tant est que vous sachiez qui vous êtes réellement. Ce qui est une grande question. Moi, je ne le sais pas moi-même. Oui, non, mais j'allais dire, oui, c'est une bonne question, mais je pense que je ne sais pas et qu'en fait, ce que j'essaye d'exprimer avec cette formulation, c'est justement que quand j'écris, parce que j'écris, j'ai beaucoup de mal à savoir qui vit et qui écrit, qui fait les expériences et qui les rapporte. Et je pense que j'ai fait cette différence-là aussi en écrivant La Maison parce que je partais du principe, sans connaître le boulot, sans connaître les femmes qui pratiquaient ce boulot. On s'imagine toujours qu'une pute a forcément, donne forcément une image d'elle-même qu'elle n'est pas du tout en fait, qu'elle a besoin d'une séparation complète entre le personnage qu'elle est quand elle travaille et celle qu'elle est quand elle travaille pas, quoi. En fait, je pense pas que ce soit si catégorique que ça. En fait, il n'y a pas cette nécessité de s'inventer un personnage pour survivre, et en tout cas, c'est pas un personnage qui va vous sauver du travail que vous faites et de tous les hommes qui viennent vous voir. Enfin, c'est pas un pseudonyme et une autre personnalité qui font que votre corps se met à ne plus ressentir ou quoi que ce soit. Mais je pense que le fait d'écrire,
enfin moi, en tout cas, me donne la sensation d'être constamment dans une vigie qui est un petit peu hors de ce que je suis en train de vivre au moment où je l'écris. Et j'ai toujours l'impression d'être un petit peu en dehors de ma vie et de me regarder, de me regarder vivre. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur, enfin l'état le plus, le meilleur état pour ma santé mentale ou quoi que ce soit. Mais enfin, c'est comme ça que je procède et j'ai toujours eu l'impression de me regarder faire, peut-être parce que je ne comprends rien à qui je suis en vrai et que j'ai l'impression qu'avec cette espèce de vigie d'écrivain, je vais à un moment ou un autre comprendre comment moi, en tant que femme, je fonctionne, où est passée cette petite fille que j'étais, vers quoi je tends. Dans ma tête, il y a toujours oui, la personne qui est en train d'écrire, la personne qui se dit ça, ce serait intéressant à écrire et à décortiquer, ça, c'est potentiellement une piste. Donc, je sais pas, j'imagine que c'est la vraie Emma qui tient la plume, mais je peux pas vous dire qui est cette vraie Emma et en quoi elle est différente de Justine, quoi. Voilà. Très bien. On va lire un extrait, un petit extrait, et puis je vous poserai une autre question. Donc c'est un extrait, je vais lire un extrait donc de La Maison. Qui sait si je n'avais pas croisé son chemin, ce que je serais devenu? Diplomate, docteur, psychologue, professeur émérite d'une université quelconque, au lieu de cet écrivain mélancolique plein de lui-même, travaillant dans un bordel, touchant des rivages qui n'étaient pas pensés pour lui. Toutes ces choses que j'aurais pu faire, toutes celles que je n'aurais pas connues. Et cette évidence reste pour cet homme totalement opaque. J'imagine que son existence poursuit sa marche implacable, tandis que la mienne, dépourvue de la moindre organisation, à l'impulsivité d'une catastrophe, l'impulsivité d'une catastrophe environnementale impossible à endiguer. Quand je pense à lui, me vient cette image d'une rivière sortie de son lit et qui engloutirait, sans la moindre conscience, des pans entiers d'un continent, des villages, des maisons, d'autres rivières. Et j'ignore qui est qui dans cette métaphore. La cataracte d'eau noire et furieuse, est-ce lui ou moi? Et je ne sais pas si vous avez un commentaire sur ce passage que j'ai sélectionné et qui m'a beaucoup plu. Si, mais j'attends votre question d'abord, parce que peut-être que mes commentaires seront dedans. Alors, ma question, c'est ces chemins possibles, justement, ces chemins de vie qui étaient possibles, qui le sont encore, et les choix que vous faites. Est-ce que la question, je ne sais pas comment vraiment la poser celle-là, mais est-ce que vous auriez voulu faire cette expérience de prostituée ou de pute, comme vous dites, si vous n'aviez pas été écrivaine, c'est-à-dire indépendamment du fait que de votre projet d'écriture? Oui, je pense que j'aurais voulu la faire parce que je suis écrivaine, mais je suis aussi lectrice et ma fascination pour ce monde-là me vient de mes lectures. Mais après, le goût de cette lecture et la fascination pour ce monde-là a fait naître aussi l'envie d'écrire. Et il me paraissait, tout me paraissait lié l'un à l'autre. Par contre, le passage que vous lisez est intéressant dans le sens où je parle de monsieur, en fait, donc je parle ce type du premier bouquin, quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même toute une partie de ma carrière d'écrivaine qui a été déterminée par la rencontre avec ce type-là. Et c'est vrai que je me dis, si j'avais pas rencontré cet homme-là, je serais sans doute devenue quelqu'un de complètement différent. Donc c'est une recherche qui s'étend sur finalement les bouquins, les 3 bouquins que j'ai écrits participent de la même interrogation, la même recherche. Je pense que effectivement ça m'a poussé à, cette incompréhension de monsieur et de cette histoire continue de laisser ses traces dans ma vie, dans ma manière de réfléchir. Et je pense que faire cette expérience de travailler dans un bordel était aussi lié à cette idée que finalement, à part être désirable pour cet homme, je n'étais pas grand-chose, quoi. Mais c'est une recherche qui n'est pas, qui en tout cas à l'époque n'était pas empreinte de rancœur ou de tristesse ou d'envie de vengeance ou quoi que ce soit. Je suis très partagée entre la gratitude d'avoir rencontré cet homme et cette interrogation de est-ce que finalement cette rencontre m'a enfermée dans un domaine d'expérience et de recherche
qui aurait pu ne pas être le mien, en fait, qui aurait pu n'être qu'une phase comme ça. Donc, voilà, c'est à peu près le commentaire que Mmh. j'avais à faire. J'ai oublié Mmh. votre question, si vous en aviez une d'ailleurs. Mais, Non, moi, non, c'est parfait. Mais, et je suis désolé de, comment dire, d'aller un petit peu dans votre vie personnelle, mais comme vous êtes dans l'autofiction, on ne peut pas bah oui, s'empêcher d'essayer de comprendre. Et moi, c'est une des choses d'ailleurs qui m'a tenu en haleine en lisant La Maison, c'est d'essayer justement de racoler les morceaux et de savoir qui était ce monsieur et s'il n'était pas finalement votre muse à vous, quoi, le créateur de votre créateur quelque part en tant qu'écrivaine. ah bah si, totalement. Mais en fait, le grand problème de ma vie, c'est que je crois que d'avoir lu tous ces livres écrits par des hommes à la gloire d'autres femmes, j'ai toujours été très partagée entre l'envie d'être une muse et m'apercevant que finalement, bon, peut-être que c'est pas ma place dans ce monde ou quoi que ce soit, j'ai décidé de devenir le chantre. Et finalement, tous ces hommes dont je parle sont mes muses. Mais, mais en fait, j'aurais aimé être une de ces femmes pour laquelle on écrit des livres. Et j'ai décidé de le faire moi-même parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même finalement. Et en parlant des hommes, c'est toujours de moi dont je parle. Donc j'imagine que ben, je satisfais aussi peut-être là une soif d'attention bah, de cette petite fille dont on parlait. Ouais, ouais. Et est-ce que comme vous êtes un petit peu en retrait de votre vie, et puis à noter que je vois que le chat, il y a beaucoup de gens qui chattent. C'est bien ça, les activités. On va regarder ça en fin de en fin d'émission. Mais comme vous êtes vraiment dans l'autofiction et que vous êtes un peu en retrait de votre vie, est-ce que finalement, est-ce que vous pensez que vous allez continuer à choisir vos expériences de vie et vos choix de vie quelque part en fonction de leur intérêt littéraire? C'est-à-dire que quelque part, c'est votre œuvre ou votre idée que vous en faites qui va guider ce que vous allez devenir ou là où vous allez habiter ou ce que vous allez faire comme expérience. Je sais que vous êtes mère, vous allez écrire sur la maternité, sans doute parce que vous aviez envie d'écrire sur la maternité. Peut-être que quelque part, vous avez un enfant aussi parce que vous aviez envie d'écrire sur le fait d'avoir un enfant. Est-ce que, je veux dire, où est la limite en fait dans ce choix de vie pour le simple but d'écrire? Bah, c'est vrai que là, tout de suite, la manière dont vous le dites, j'ai un peu l'impression d'être une machine à dévorer les gens qui m'entourent, mais ceci dit, vous n'avez pas totalement tort. Je dois dire que La Maison, pour le coup, c'était vraiment une expérience, une expérience et un livre qui, quelque part, s'écrivait tout seul parce qu'il y avait il y avait un thème fort, qui, en fait, me servait de comment dire, de fil conducteur. Après, j'ai tendance à considérer que bah, non seulement chaque homme et chaque femme est un univers en soi, donc il y a toujours des choses à en dire, quelle que soit la platitude de cette existence-là ou alors son manque d'événements, il y a toujours quelque chose à dire même de ça. Et je pense que la vie enfin, je dirais, est la plus grande des aventures de toute façon. Et l'état, enfin, ma condition de femme, hein, qui je pense, enfin, qui est quelque chose que j'arrive jamais à oublier. Je pense que c'est facile d'oublier sa condition quand on n'est pas une femme. Et quelque chose qui change tellement au fil des années, qui se diversifie tellement, qui s'enrichit tellement, je pense qu'il y a toujours des choses à écrire sans avoir pour ça besoin d'expériences vraiment qui sont comme ça, là, posées au milieu de votre vie comme des repères. Il y a beaucoup de choses à écrire sur le fait notamment de ne pas arriver à écrire parce qu'on a des enfants, parce que si, parce que ça. Non, je ne suis pas à la recherche d'expériences sur lesquelles je vais pouvoir écrire. La Maison, c'était à peu près c'est le seul cas de figure où vraiment là je me suis dit ok, le livre il est déjà écrit là en lui-même, dans cette idée d'aller travailler dans un bordel, tu as déjà un bouquin. Mais mon inspiration me vient majoritairement du besoin de décrire ce que c'est que qu'avoir été une petite fille et qu'être une femme, et que dans ce monde-là où finalement, voilà, notre place est compliquée à déterminer. Qu'est-ce que c'est que la sexualité féminine? Sur quoi est-ce qu'elle se base? Jusqu'où est-ce qu'il faut remonter pour l'expliquer? C'est ça mon terrain d'investigation, et pour ça, je pense que j'ai qu'une chose à faire, c'est me contenter de vivre, quoi. Voilà. C'est bien, c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Oui, C'est c'est quand on... tout à fait. Yves, vous avez un commentaire ou quelle réflexion vous faites en entendant Emma parler?
Alors, moi, je l'avais pas lu du tout, hein. Quand j'ai accepté de participer, j'avais évidemment entendu parler de son travail, je l'avais pas lu. Euh, je l'ai lu avec, donc j'ai lu deux livres, hein. J'ai lu Monsieur et puis La Maison. Je trouve que c'est un trajet, enfin, ce sont des livres très courageux pour moi, vraiment courageux, parce que c'est frontal. Euh, D'abord, c'est écrit. Alors voilà, la première chose que je dois dire, c'est que, c'est comme quoi on est toujours plein de prévention complètement idiote. Mais je me disais, quelqu'un qui a écrit sur une expérience de pute dans un bordel, ça va être du journalisme, quoi, en gros. Euh, donc c'était une sorte d'a priori dont j'ai un peu honte maintenant, parce que c'est pas du tout le cas. On a affaire à un auteur avec des phrases qui sont bien écrites, il y a un vrai style. Et pour moi, il n'y a pas de littérature sans style. Enfin, donc, ok, première chose déjà, premier étonnement. Euh, Ensuite, ce qui m'a peut-être le plus étonné, enfin tout m'a étonné, beaucoup de choses m'ont étonné, mais la bienveillance, il y a une sorte de bienveillance envers les hommes, envers les mecs, que je trouve totalement dérangeante, en fait, vu ce qui est rapporté par ailleurs, y compris avec Monsieur, hein, presque la bienveillance à l'égard de Monsieur dans le premier roman, donc c'est vertigineux quasiment, enfin c'est spécial ça, c'est particulier. Donc ça m'a emmené dans des endroits intéressants. Enfin, mais par ailleurs, la bienveillance, c'est quelque chose qui m'intéresse en soi déjà. Alors la bienveillance d'une prostituée envers sa clientèle, envers les gens qui viennent, et la manière dont on comprend petit à petit qu'au fond, il y a une vraie nécessité de ce métier. Il peut y avoir une vraie nécessité s'il est fait dans certaines conditions, comme dans La Maison. Donc, et c'est une forme de service, mais plus que le service, une nécessité. Et comme moi, je m'interroge beaucoup sur la nécessité d'écrire, c'est-à-dire que je trouve que les livres se trient, quand on lit un roman, il y a un tri immédiat que j'arrive à faire. Je le sens nécessaire pour l'auteur ou pas. Et ça, pour moi, c'est imparable. Donc, en l'occurrence, ces deux livres, moi, m'ont paru totalement nécessaires, mais je me demande si, au bout d'un certain temps, Emma va arriver à écrire en dehors de son corps, enfin, en dehors de la problématique du corps. Ça, c'est une vraie interrogation. C'est-à-dire que, on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le biographique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a épuisement, me semble-t-il, de la biographie, quasiment, sauf exception. Donc, il y a une interrogation qui est une forme de vertigineuse aussi, de savoir si cet auteur, si Emma Becker, va continuer à pouvoir utiliser cette matière du corps comme premier support d'écriture, et de façon aussi pertinente, en fait, aussi dérangeante pour les mecs, ou alors si elle va aller ailleurs. J'aime bien l'ailleurs, hein, au bout d'un moment. Quelle est votre réponse, Emma? Est-ce que vous allez écrire un jour sur quelque chose dont vous ne faites pas l'expérience ou l'expérience avec le corps? Enfin, je pars du principe qu'on fait toujours l'expérience de ce dont on écrit, même quand on écrit de la fiction pure. Enfin, il me semble que, par exemple, pour parler de Stephen King, qui est vraiment l'un de mes auteurs préférés, le type n'écrit jamais vraiment sur lui-même, mais on sent bien, en recoupant beaucoup de nouvelles de romans, que les mêmes problématiques reviennent toujours et qu'il exploite toujours un peu. Enfin, pas toujours les mêmes problématiques, mais enfin, il y a beaucoup de personnages qui galèrent à arrêter de fumer, par exemple. On sent bien que ça vient de son expérience à lui. Il y a plein de personnages qui ont des problèmes avec l'alcool. Ça doit venir aussi de son expérience. C'est pas une volonté de ma part d'écrire uniquement sur moi-même, mais ma volonté d'écrire est liée au fait d'arriver à comprendre quoi que ce soit à cette existence-là et à ce que j'y fais moi. Et je pars du principe qu'il y a probablement des gens sur cette terre qui se posent les mêmes questions et que cette progression lente que je fais bouquin après bouquin peut aider aussi certaines personnes à se comprendre eux-mêmes. Ça paraît un peu présomptueux comme ça, mais enfin, c'est ce pourquoi j'écris. Après, j'adorerais regorger d'idées, d'idées abracadabrantes à la Stephen King et d'écrire plein de nouvelles et de trucs comme ça. J'adorerais ça. Mais je pense que ça va venir peut-être à un moment
différents de ma vie, mais je ne considère pas que je m'enferme dans quoi que ce soit à écrire sur le corps, parce que, enfin, j'écris sur le corps, mais pas que sur le mien, hein, il y a aussi beaucoup à dire du corps des autres, hein. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire, d'une façon générale, sur l'intériorité d'une personne à un moment dans une société, à une époque, et qu'est-ce que ça dit de ce monde-là et de comment on y réagit. J'ai pas l'impression que le corps soit un contexte qui enferme, ni d'ailleurs le désir, ni d'ailleurs quoi que ce soit, ça change tellement. D'accord, enfin, le corps, c'est un vaisseau de compréhension de soi. Et puis, votre point sur l'écriture comme façon de se comprendre, et aussi d'écrire quelque chose d'intime, de personnel, mais qui puisse résonner, entrer en résonance avec la vie d'autres personnes, Mmh. qui dans d'autres contextes, et que ça puisse les aider, eux, à comprendre leur propre vie et à se poser les bonnes questions et à prendre les bonnes décisions. Je crois que ça, c'est un des traits importants des auteurs d'autofiction, finalement. Oui, sans Et compter que, c'est en parlant du corps, enfin, je veux dire, on parle de ce qui se passe à l'intérieur d'une tête aussi. J'ai pas l'impression dans la maison de parler tant que ça finalement de sexe ou de corps ou quoi que ce soit. Ce qui me semble moi plus intéressant sont les dynamiques qui poussent les uns vers les autres. Et pour revenir sur la bienveillance de manière très courte, ma bienveillance n'est pas pour les hommes ou pour les clients. Ma bienveillance est, je crois, enfin j'ai l'impression, pour les êtres humains qui fourmillent dans cette maison, que ce soit des hommes ou des femmes. Mm. Il me semble qu'on peut évidemment rentrer de manière frontale au contact des hommes et de pourquoi ils viennent là, est-ce qu'ils viennent juste pour baiser, tout ça. Mais on peut aussi tout simplement se dire, bah, finalement, mine de rien, ce sont des êtres humains qui ont leurs propres problématiques, leurs propres faiblesses, leurs propres. Et il me semble que l'être humain, d'une façon générale, mérite beaucoup de bienveillance. C'est quand même pas évident de vivre et de s'estimer heureux, enfin, ou d'appeler ça vivre, hein, quand c'est juste une existence, quoi. bonne transition, merci Emma. Bonne transition à notre deuxième partie, donc qui est vous faites mon travail en fait, hein. Donc Non. deuxième partie, donc qui est l'écriture comme vecteur d'expérience pour pouvoir écrire pour ressentir, écrire pour changer de vie, écrire pour vivre tous les dangers, tous les périls, nous disait Yves Bichet juste avant. Et justement, on va parler de danger. Parce que vous êtes très différents donc l'un de l'autre, on l'a compris, mais une chose vous rapproche, je crois que c'est la notion de danger et de mise en danger, et de vous faire peur. Et donc j'ai dit une citation donc du Cid un peu avant, et donc à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et moi, ce qui m'intéressait de découvrir avec vous, Yves, c'est euh, ce- cette mise en danger à travers la fiction, à travers l'écriture. Je serais intéressé en fait de savoir euh, ou que vous nous parliez d'un moment dans votre vie d'écrivain où vous avez le plus ressenti ce danger au point d'avoir peur dans votre vie réelle ou votre vie intérieure ou dans la sphère littéraire. C'est-à-dire à quel moment vous écriviez quelque chose et qui vous faisait peur. On parlait de Stephen King, il doit être un peu drivé par ce moment-là. Il doit avoir peur lui-même pour sentir que ses lecteurs vont avoir peur. Est-ce que vous avez un moment comme ça où vous vous êtes fait peur, Yves, en écrivant? Oui, alors assez clairement, quand j'ai écrit 3 livres sur le personnage de la papesse Jeanne. C'est un roman, enfin, ce sont 3 romans, et je trouvais ce personnage emblématique et assez fascinant parce qu'il résonnait complètement avec la période actuelle, dans le sens où la question de l'image était posée mondialement à l'époque, savoir si on allait tolérer l'image, la représentation. Il y avait l'affrontement entre l'islam et la chrétienté. Enfin, il y avait, et puis il y avait le rôle, la position de la femme là-dedans, et l'idée qu'il y ait une jeune fille qui se fasse passer pour un garçon et juste parce qu'elle était en péril, justement, pour une question de survie, et qui petit à petit gravisse tous les échelons de la hiérarchie religieuse de l'époque et militaire, jusqu'à devenir pape. Je trouvais ça fascinant. Bon, c'est pour répondre. J'ai démarré l'écriture de La Femme Dieu, c'est le premier livre, en me disant que. Pardon?
Oui, en me disant que je n'utiliserai jamais le je dans le récit parce que j'étais un mec et puis c'est venu sans que je le veuille, il y a une sorte ça s'est imposé et là ça m'a conduit, le simple fait que j'ai dans l'écriture, dans le fil d'écriture, j'ai utilisé le je, ça m'a conduit à faire une sorte de plongeon dans ma part féminine. Euh, par une forme d'honnêteté, je ne sais pas comment dire. Et là, j'ai eu peur, un peu. J'étais très intéressé, mais j'ai eu un peu peur. Et qu'est-ce que vous avez trouvé alors? Quelle est cette part féminine de vous qui vous a fait tant peur ou un petit peu peur? Ben, c'est-à-dire, on n'utilise pas le je dans un récit comme ça. Et un mec, un homme n'utilise pas facilement par une idée d'exercice. Souvent, c'est ça, hein, ou de brillance, d'une sorte de chose stylistique. Je suis capable, moi, un homme, d'utiliser le je et de parler pendant des pages au nom d'une femme, surtout dans le contexte que j'essayais de décrire. Donc, ce qui m'a fait peur, c'est que c'était pas un exercice, ça s'est imposé. Et je pense que j'avais jamais jusqu'alors plongé dans mon féminin. Enfin, ça, l'écriture m'a obligé à ça. C'est intéressant. Obligé j'ai écrit un livre qui s'appelle La part animale. Presque. L'autre aurait pu s'appeler La part féminine, hein, dans un certain sens. Ma trilogie autour du personnage de la papesse Jeanne. C'est un vrai roman, c'est-à-dire que c'est pas, on peut pas appeler ça un roman historique, c'est un roman à résonance. C'est celui qui a été le plus dérangeant pour moi à écrire. Donc là, j'ai répondu peut-être. D'accord. Non, mais c'est une très bonne réponse. Et puis ça me fait penser un petit peu au dernier ou avant-dernier chapitre de La Maison, où justement Emma, elle, est dans la peau de l'homme. J'ai trouvé que c'était vraiment une façon intéressante de terminer le livre. Et est-ce que ça vous faisait peur, Emma, de vous mettre dans la peau d'un homme, justement? Non, pas du tout, non. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, mais déjà, ça fait beaucoup moins peur parce que brusquement, on a toujours tendance à s'imaginer une prise de pouvoir différente quand on s'écrit en tant qu'homme. Mais là, ce que je faisais, en l'occurrence, je m'en aperçois maintenant, bien sûr, a posteriori, c'est pas que j'essayais de m'imaginer que j'étais un homme et que j'étais un client et que j'aurais été un meilleur client que tous ces autres mecs. C'est plutôt que je décrivais la façon dont j'espérais que les hommes nous voyaient. Et donc, toujours dans ce souci de réparer ce que j'attends des hommes et que je n'ai jamais obtenu, je me suis dit, ok, moi je vais le faire, parce que si j'attends que eux écrivent des passages comme ça sur nous, sur moi, machin, je peux toujours attendre. Et si vous voulez, j'avais aussi envie de donner un équivalent féminin à toutes ces pages magnifiques qui ont été écrites sur des prostituées dans la littérature française, quoi, les pages de Zola, les pages de Calafert. Et je me disais, pourquoi faudrait-il que cette douceur et que cette passion viennent forcément de gosier masculin, quoi. Parce que je pense que l'adoration des femmes et le regard sur les femmes n'appartient pas qu'aux hommes. Je pense qu'on est tout autant, nous, femmes, capables de s'apprécier les unes les autres, de nous désirer les unes les autres. Je pense que le désir féminin est aussi beaucoup dans la contemplation de nos semblables, quoi. Mais j'imagine, je comprends la position d'Yves dans le sens où peut-être que parce que la condition féminine, finalement, a toujours été décrite par des hommes, imaginée par des hommes, brusquement, c'est un peu un saut vertigineux que de s'imaginer soi dans cette position un peu mal comprise. Est-ce qu'on se retrouve du coup dépourvu de certains pouvoirs qu'on a en tant qu'homme? Est-ce qu'il faut absolument montrer une fragilité différente? Est-ce que ça veut dire qu'on a tendance à plus parler de son intériorité? C'est un changement d'état qui, c'est sûr, est vertigineux et ouvre beaucoup de possibles, mais je pense fait aussi peur, ouais. Ça peut faire peur, mais ça peut être salvateur aussi. C'est un peu, on parle beaucoup d'empathie en ce moment, et l'empathie, c'est un peu ça. C'est un peu de se mettre dans la peau d'un autre pour essayer de le comprendre. Euh,
qui est un peu aussi un moteur quand même de l'écriture et de la littérature. Pour créer des personnages crédibles, il faut devenir eux. Il faut quasiment se fondre avec ces personnages, sinon ils sont pas crédibles. Mais c'est intéressant, je trouve, que ça soit votre exemple, Yves, en résonance avec ce que Emma a fait à la fin de la maison. Et je vais lire maintenant un extrait de L'homme qui marche, et puis on se retrouve après. Il m'écoute à peine. Je pars chercher du bois. Lui, tête dans les épaules, attrape son opinel, déplie la lame, contrôle le fil, puis, d'un coup, se rase 10 centimètres de peau de part et d'autre du poignet et jette la touffe de poil dans les braises. Évidemment, aussitôt, ça pue. Je fronce le nez. Lui aussi. Il baisse les yeux d'un air fautif et commence à graver quelque chose sur le pommeau de sa canne. Elle est déjà toute décorée, sa canne en buis. Il trace de nouvelles arabesques. Ça pue le cochon brûlé, mais il s'assied tranquillement pour graver devant les flammes. Il me répète que l'important est de ne jamais se rappeler quoi que ce soit. Rien de rien à Coublevis. La mémoire, c'est un piège. Elle rassemble nos échecs et nos déceptions. Elle classe toutes ses misères. Elle les accumule dans le foutoir intime, là où ça pourrit, sans ordre et sans façon. Crois-moi, elle nous fait vraiment souffrir, la mémoire. Genre élancement d'Anto, vieille Carrie qui se réveille. T'as pas une bûche, Robert? Je l'adore cet extrait, et puis c'est vraiment un extrait qui est bien aligné avec ce dont on parlait, Yves. C'est-à-dire que vous aimez pas trop fouiller dans votre vie, et aussi pas vous retourner vers votre enfance et trouver les coupables, peut-être parce que vous n'avez pas envie de retourner là-dedans, peut-être que ça vous fait peur. Mais la réflexion que je me suis fait, moi, tout au long de ma lecture de ce livre, sur ce personnage, donc Robert Coublevis, et cet homme qui marche, c'est un troubadour, c'est quelqu'un qui est justement un peu comme Emma, et vous sans doute aussi un peu en dehors de la vie. Euh, Moitié poème, moitié poète, moitié bohème, un peu anticapitaliste. Et donc la réflexion que je me suis faite, c'est est-ce que vous n'avez pas, en fait, au travers de sa vie, au travers de la vie de Robert Coublevis, essayé un peu de mettre en forme votre vie à vous également, même si vous écrivez pas sur vous-même? Vous avez quand même un côté un petit peu troubadour. Vous êtes un poète, vivez à Grignan, donc pas à Paris, dans les sphères littéraires. Quel est votre lien avec Robert Coublevis? Est-ce que je me trompe ou pas? C'est assez facile. Alors, ça date de quand je travaillais dans l'agriculture. Il y a une vieille tradition qui date du Moyen Âge. Des cheminots, des gens qui suivent les chemins, sont des gens qui, souvent très jeunes, et qui arpentent des chemins. Ils sont pas, ils ne demandent pas de fric, ils sont solitaires la plupart du temps, ils se retrouvent un peu comme ça. Et ils vont surtout en hiver, ils vont de monastère en monastère parce que les monastères ont gardé une obligation de recevoir ces cheminots qui étaient autrefois effectivement des troubadours en plus. Et donc, ils ont une obligation d'emmener de recevoir ces cheminots une nuit, en leur donnant une douche, un repas du soir, une nuit, un petit déjeuner et dehors viré. Et moi, je m'occupais de champs de lavande et j'allais souvent, je croisais ces cheminots parce que je suis sur la route des monastères. Et en hiver, il faut bien qu'ils aillent quelque part, ces jeunes types. C'est souvent des mecs, hein, c'est souvent des hommes. Et je les emmenais souvent au monastère d'Aiguebelle, qui est pas très loin de Grignan, pour leur faire gagner quand il faisait froid. Ils laissaient le litron dans un fossé. Et voilà. Et j'en ai emmené souvent là-bas à Aiguebelle, au monastère. Et j'en ai rencontré qui était un peu comme mon personnage de Coublevis, c'est-à-dire qui suivait une frontière au mètre près. C'était en l'occurrence une frontière entre la Provence et le Dauphiné, une frontière qui n'existe quasiment plus, mais qui a existé vers le 10e, 11e, 12e siècle. Et j'ai rencontré comme ça un cheminot qui suivait ce bout de frontière entre la Provence et le Dauphiné descendant très bas dans le sud à l'époque.
Donc voilà, bon, ça m'a donné envie de raconter. Alors, mon livre parle de toute autre chose, mais il y a quand même un cheminot qui suit la frontière entre l'Italie et la France au mètre près, sans jamais la franchir. Vous avez marché là vous-même? Oui, c'est des endroits que je connais bien parce que je suis un marcheur. J'aime marcher. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était quoi la question? S'il y avait quelque chose de vous dans Robert Koublevi? Ben, dans un sens, non, parce que j'ai jamais arpenté de façon maniaque et quasiment maladive et obsessionnelle, en tout cas, un bout de chemin, comme le font ces gens qui existent toujours, ils sont toujours là. C'est très étrange. C'est une population bien précise, très fière. Ils sont très fiers. Jamais ils vont demander un sou. Ils piquent 3 trucs dans les vergers et ils marchent. J'avais envie de rendre hommage à ces gens-là. Puis je raconte par ailleurs tout autre chose, hein, mais dans ce livre. Donc il n'y a pas, non, il n'y a pas grand-chose de moi, sinon que j'en ai rencontré. J'ai une question pour vous, Yves, là, comme ça, qui me vient. En lisant votre livre, j'ai beaucoup pensé à René Fallet. Oui. Vous connaissez? Oui, oui, je connais René Fallet. Enfin, j'ai lu un peu. Ouais. Non, mais ça m'a fait penser à Un idiot à Paris. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il est absolument génial. J'ai dû lire ça. Alors oui, oui, il avait écrit 4 livres, non Ouais, bah, pas vraiment, oui. Le Beaujolais nouveau est arrivé, il y avait un truc, un de ses bouquins s'appelait. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une poésie qui me faisait beaucoup penser à René Fallet. Du coup, voilà, bah, Koublevi me faisait penser au personnage de René Fallet, quoi. De René Fallet, ouais, oui. Ouais. Oui, je l'ai lu, hein. Il est un peu passé de mode, mais je l'ai lu à une époque, j'avais bien aimé. Hein. Puis on s'en fout que ça soit passé de mode. Ah bah oui, complètement. Le classicisme ne commet pas de faute de goût. Oui. Et ma dernière question, Yves, avant qu'on parle un petit peu d'écriture et de votre travail d'écriture, c'est, vous savez, enfin, il y a des œuvres qui sont un peu prophétiques. On écrit et puis ça influence la vie réelle. Alors il y a eu bien sûr 1984 de George Orwell qui était un peu dans cette créneau-là. Il y a Houellebecq aussi. Quand il a sorti Soumission, c'était quand même assez incroyable comme coïncidence, quoi. Son livre toute son œuvre est faite de coïncidences, Michel. Hein. Il est de ce point de vue-là, il est étonnant. Ouais, ouais. Et est-ce que vous croyez donc que écrire peut changer le monde ou influencer le futur? Enfin, l'exemple de Michel Houellebecq est intéressant de ce point de vue-là, hein, parce que c'est un drôle de personnage, je le connais bien. Hein. On était très amis à une époque. On a commencé ensemble. Lui avec Extension du domaine de la lutte, moi avec La part animale. Je trouve qu'il a posé un certain nombre de questions, en particulier sur le terrorisme islamiste. Des questions qui ont bousculé la société française quand même. Et là, ça rejoint Emma dans un certain sens, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, de mon point de vue, c'est un auteur qui a posé était le premier à parler d'une sexualité masculine du genre un peu piteux, raté, même sans espoir dans une certaine mesure, et dans laquelle se sont retrouvés énormément de garçons et d'hommes de toutes les générations. Parce qu'on enfermait l'homme entre 2 attitudes, le Don Juan qui tombe tout le monde et qui passe d'une fille à l'autre, et puis l'amoureux transi du Moyen Âge, enfin avec la vision de la femme idéalisée. Et en fait, Michel a été un des auteurs, ou peut-être le seul en tout cas, à mettre les hommes ailleurs que dans ces 2 schémas qui sont très réducteurs et qui sont une manière de nous enfermer. Enfin, où on est Don Juan, où on est amoureux transi. Et lui, donc, je pense qu'un auteur comme que je ne suis pas de façon absolue, hein, surtout dans ses prises de position politiques actuelles, moi
je décroche pas mal de ce qu'il dit, mais je pense qu'il a posé des vraies questions et que dans un sens, il a bousculé un petit peu la société, oui, oui. Mmh. Mais il n'y en a pas 50 qui font ça. Et puis, est-ce qu'on peut ambitionner de changer l'histoire? Enfin, non, il faut être beaucoup plus modeste que ça. Il faut juste distraire un petit peu et permettre aux lecteurs de découvrir d'autres mondes, de s'échapper, de s'abandonner. L'abandon, c'est intéressant chez Becker. Ah, bah merci. Parce que c'est Non, problématique. mais la notion d'abandon c'est très non? Ah si, bah si, tout à fait, je trouve ça crucial. Mais pour l'abandon, je trouve que c'est un état qui est extrêmement difficile à obtenir, mais enfin, c'est pour ça que j'écris aussi là-dessus, que j'écris sur le désir, parce que l'abandon qu'on nous vend à nous, femmes, dans des bouquins, cette idée que le sexe est forcément une révélation, un état supérieur qu'on atteint quand on est amoureux, tout ça, forcément, la première fois qu'on est en contact avec la sexualité, on se dit, mais je me suis fait arnaquer depuis le début, quoi. Enfin, et c'est-à-dire, non seulement par la littérature érotique où les femmes jouissent 8 fois de suite, mais dès la base, par les contes de fées, où on nous dit que finalement, par l'état d'amour, on va accéder à une sorte de mysticisme. Donc évidemment, pour moi, l'abandon, c'est un sujet qui est crucial, parce que c'est extrêmement difficile à atteindre. Mais vous avez raison, quand vous liez abandon et littérature, moi je ne pense pas qu'on puisse consciemment changer le monde en écrivant. Si on essaye, de toute façon, les ficelles vont être trop grosses, elles vont trop se voir. Je pense que les livres changent le monde quand ils n'ont pas la prétention de le faire. Et quand ils ont justement uniquement la prétention de décrire quelque chose qui est très restreint, quoi, qui est finalement peut-être juste le bonhomme ou la bonne femme qui écrit, ou les quelques petites historiettes qu'on traite dans ce livre-là. Mais je ne pense pas qu'un livre puisse changer le monde, enfin, en tout cas pas avec l'intention manifeste de le faire. C'est vrai que le but, c'est d'accompagner, enfin, comme le disait Yves, je pense que le but, c'est quand même d'accompagner les gens qui nous lisent, de partager quelque chose avec eux. Et dans ce partage et peut-être l'ouverture à différentes perspectives, oui, les mondes changent, mais des mondes individuels, pas le monde tel qu'il est, les mondes que chacun de nous représente. En tout cas, vos livres peuvent changer la vie de certaines personnes qui nous écoutent. Et que j'encourage de lire votre œuvre. En tout cas, vos lecteurs, vous pouvez peut-être changer la vie de vos lecteurs en faisant d'eux des aspirants écrivains. Par exemple. Vous pouvez donner envie d'écrire et peut-être changer le cours d'une vie comme ça. On va parler maintenant justement un peu d'écriture. Et donc, j'ai un autre extrait que je vais lire donc de La Maison. Et puis après, on parlera d'écriture. Birgit, avec son manteau noir, sa queue de cheval blonde, le ciel plombé et ce vent qui fumait pour moi toutes mes cigarettes. Cette fin de journée cafardeuse. J'ai tout oublié avant et après. Et je ne sais pas non plus quoi dire de cette scène. Pourtant, il s'y trouve un message important. Confusément, je sens que si je ne parle pas de ces femmes, personne ne le fera. Personne n'ira voir quelles femmes se cachent derrière les putes. Et il faut qu'on les écoute. Dans cette carapace vide que sont les putes, ces quelques carrés de peau loués à merci, auquel on ne demande pas d'avoir un sens, il y a une vérité hurlant plus fort que chez n'importe quelle femme qu'on n'achète pas. Il y a une vérité dans la pute, dans cette tentative vaine de transformer un être humain en commodité, contient les paramètres les plus essentiels de cette humanité. Beau passage. Bah, oui, alors je tape un grand coup. Oui, évidemment, là, excusez-moi, j'écris avec l'énergie, avec la fronde de ce que je suis en train de faire. Enfin, effectivement, ça ne veut pas dire que ce que j'ai écrit là, je ne le pense plus. Je pense que c'est la vérité. Après, dire personne va écrire sur les putes si j'écris pas dessus. Non, je pense pas. Mais au moment où j'écris ça, j'ai l'impression d'être remplie d'une mission. Et que cette mission, c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de se dire que les putes sont forcément des êtres à part, dont la tête est faite différemment, et que les putes sont finalement des sous-femmes. Je pense au contraire que les putes, dans ce qu'elles représentent, sont
exactement ce que les hommes ont voulu que les femmes soient. Bon, alors pas les hommes pris à part, évidemment, on va pas commencer sur ce débat, pas tous les hommes, mais enfin, en tout cas, le système dans lequel on est installé a voulu les femmes comme ça, disponibles à merci, et finalement, n'ayant rien d'autre à apporter et à procurer qu'un corps et qu'une disponibilité sexuelle. Et évidemment, cette idée de parler, de parler des putes avant de pouvoir parler de vie, de survie, blablabla, c'est quelque chose que je tiens de Calafert. Enfin, c'est Calafert qui a été mon grand amour de jeunesse et qui l'est toujours d'ailleurs. Pour justement pour la mécanique des femmes, pour cette voix qu'il donnait aux putes et que j'avais du mal à saisir. J'arrivais pas à comprendre s'il parlait des putes ou des femmes. Et de fil en aiguille, j'ai fini par comprendre que c'est la même chose. Merci Emma. Quels sont les auteurs qui vous ont donné naissance, Yves, ou les livres qui vous ont donné envie d'écrire? Alors là, plein. Quelques-uns. Hein? Quelques-uns. Quelques-uns, je sais pas. J'aime beaucoup Giono, j'aime beaucoup Dostoïevski. C'est les deux que j'ai envie de citer comme ça d'entrée de jeu immédiatement, mais Philippe Roth, enfin, j'en sais rien, Thomas Mann, Murakami, Ferrante, je sais pas moi. La liste est longue. Dans le genre autofiction est intéressante, Camille Laurence, parce que la première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a expliqué que depuis qu'elle avait perdu son fils, on est les uns et les autres, on est concernés par ça. En tout cas, avec Olivier, moi j'ai perdu une petite fille, et en tout cas Camille Laurence m'a expliqué un jour, je le rencontrais comme ça, dans une signature, que depuis qu'elle avait perdu son fils, elle ne pouvait plus écrire que de l'autofiction. Elle était contrainte d'abandonner la fiction, alors qu'elle voulait écrire de la fiction. Alors ça m'avait vraiment intéressé à l'époque. Je crois qu'elle est arrivée à sortir de ça. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a intéressé beaucoup sur le sujet, parce que là, ça devenait, il y avait plus de faconde, il y avait plus de, il y avait plus d'apitoiement. C'était pas de l'apitoiement, c'était quelque chose une nécessité impérieuse, enfin une obligation, une contrainte, la contrainte de l'autofiction en l'occurrence. Question à poser à Emma derrière. Donc oui, je sais pas, j'aime plein d'auteurs. Selma Lagerlof, il y a des auteurs comme ça. Là, je suis en train de relire l'Anomalie d'Hervé Letellier, qui est un ami. J'avais lu ce manuscrit, donc j'avais un peu travaillé dessus. Et je suis en train de lire la version définitive que je n'avais pas. Je trouve que c'est un bon exemple, hein, précisément d'une vraie fiction pour le coup. Qui prend des proportions vertigineuses au niveau du succès. Enfin, 1 million d'exemplaires vendus. Oui, c'est intéressant. Ça montre. C'est pour ça que dire le sujet qui nous rejoint, il est intéressant, il est assez fascinant et à partir du moment où, pour moi, chez Emma Becker, il y a une vraie nécessité. Chez plein d'autres auteurs, la nécessité, qui font de l'autofiction, enfin qui font de l'autobiographique, je la cherche, la nécessité. Et quand on a travaillé un peu dans le cinéma ou dans les séries, ce qui est mon cas, là, la question ne se pose quasiment jamais, parce qu'on ne va pas se demander si Game of Thrones, c'est une histoire vraie, si ça a été vécu. Et là, il y a une partie du cinéma, des films qui s'appuient d'après une histoire vraie, ce qui d'ailleurs est le titre d'un des livres de Camille Laurence. Mais disons que je pense qu'on on a tous besoin de fiction pure, et que en France, on a cédé le pas à l'audiovisuel, à l'image, en ce qui concerne jusqu'à maintenant. C'est en train de changer. Et l'Anomalie est un très bon exemple de ce changement. C'est que d'un seul coup, une fascination pour une histoire complètement inventée est menée comme ça de main de maître, avec des résonances philosophico-scientifiques absolument vertigineuses.
Je trouve intéressant que on se réapproprie peut-être les auteurs, un certain nombre d'auteurs, la fiction, parce que juste on a besoin de fiction. Mmh. Et tout ça n'est pas une critique du travail d'Emma. Je le prends pas. Pour les raisons que j'ai dites, hein, c'est-à-dire pour le problème de la nécessité, quoi. Juste et de l'absolue absence de complaisance. La complaisance, c'est notre gros danger pour moi, des auteurs. Alors, de façon. Oui. Non, allez-y, Yves. Non, mais je trouve que c'est un danger qui nous guette tous, y compris en poésie. Moi, j'ai commencé à écrire de la poésie. Je continue à lire de la poésie. Ça m'intéresse beaucoup, la poésie, mais je pense que les poètes se répètent. La plupart se répètent un peu à l'infini et s'étiolent, comme si on avait, comme vous avez un certain nombre d'ovules à disposition. Oui, toutes les femmes à disposition, un nombre fini, comme les poules, hein, comme le viduc. Oui, comme la plupart des animaux. Enfin, mais il y a une limitation. Mais j'ai l'impression que les poètes aussi sont limités dans le nombre de poèmes à disposition et que si ils essaient d'en avoir un peu plus, ça marche pas. Comme vous, quand vous tournez, comme une poule, son oviducte, il est vide, il n'y a plus rien. Ah bon, la comparaison est peut-être un peu lourde. Non. Non. Moi, j'allais en faire une avec les branleurs de dindon, donc c'est bien. Mais en même temps, vous avez raison, on se répète et on écrit toujours un peu les mêmes choses, mais dans les auteurs que vous aimez, par exemple, cette voix-là chaude et familière, c'est aussi un confort, quoi. On aime retrouver la même voix. Je reparle de Stephen King, par exemple. Il se répète, hein, le type, ça c'est évident, depuis qu'il a commencé à écrire. Bon, c'est un peu toujours les mêmes ficelles, mais c'est un univers dans lequel, si on l'aime, on s'y sent comme à la maison, on a l'impression de connaître les personnages, de savoir où ils vont, et c'est toujours évidemment très difficile de trouver l'équilibre entre ce confort, cette familiarité et la redondance. Mais je pense que c'est aussi un peu le boulot de l'écrivain, justement, c'est d'apporter quelque chose de neuf à un tableau qui reste finalement un peu toujours le même quand on écrit de l'autofiction, bien sûr. Ouais, sauf que moi, le confort m'énerve. Dès que je sens du confort, c'est pas qu'il m'énerve, c'est que j'attends juste autre chose. Ouais. J'attends d'être surpris, d'être dérangé, d'être inconfortable. Ouais. Dans ma lecture, hein, j'entends. J'aime bien être dans l'inconfort, être bousculé. J'allais dire, on n'est pas bousculé par la vie. Et si, bien sûr que si, on est tout le temps bousculé par l'existence et ses difficultés. Mais on passe une bonne partie de notre vie à essayer de trouver un espace de confort, justement, au quotidien. On le trouve pas, on bataille, hein, beaucoup là autour. Mais c'est quand même un besoin. C'est là où les choses se calment. Et moi, j'attends de la littérature autre chose que le calme ou que le confort. Et en parlant de confort et d'inconfort et de façon beaucoup plus prosaïque, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de là où vous écrivez? Si vous avez un endroit où vous écrivez, comment vous écrivez, si vous écrivez au stylo, sur l'ordinateur, sur le téléphone. Encore une fois, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre travail d'écrivain, vos routines? Peut-être en commençant par vous, Emma? Écoutez, moi, j'ai commencé par écrire à la main, monsieur et mes auditeurs, je les ai commencés à la main, au porte-mine, pour être précise, hein, j'adore le porte-mine, et sur du papier un peu rugueux, parce que j'aime comment la mine s'use sur le papier un peu rugueux et comment on peut sentir son écriture en touchant la page. Ça, j'aime bien. Et puis, je me suis aperçue que j'ai un peu perdu cette habitude. Maintenant, je vais directement sur mon ordinateur, ce qui est, je pense, une habitude qui me vient d'avoir dû écrire des articles, de devoir écrire quelque chose rapidement, quoi. Et du coup, j'ai perdu un peu l'écriture à la main, qui était vraiment mon grand plaisir. Mais bon, j'en souffre pas. Et par contre, je souffre du manque de temps, qui est lié à plein de facteurs extérieurs. J'en souffrais déjà avant le début du Covid, mais là maintenant que j'ai pas de crèche pour le petit et j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, quoi.
Mais je pense qu'après, le temps pour écrire, on se le trouve toujours. Parfois même un quart d'heure devant son ordinateur, ça suffit pour faire quelque chose de crucial et qui va rendre le travail beaucoup plus facile un jour après ou quelques heures après. Ce qui est difficile, je trouve, moi, c'est de s'accorder une plage pour écrire, sachant que le travail d'écriture se fait pas seulement devant l'ordinateur, hein, et qu'il y a plein de moments où je reviens devant mon manuscrit, enfin en l'occurrence mon tapuscrit, quoi, où je me dis ok, là il y a une masse de travail à faire, je vais pas avoir suffisamment de temps pour le faire, donc finalement je le fais pas. Et j'y reviens plus tard, mais j'écris avec beaucoup de chaos. Mais ça a toujours été comme ça. J'ai jamais eu de discipline. Je sais pas comment c'est pour vous, Yves, mais moi j'ai jamais eu de discipline. Yves, Euh, réponse du berger à la bergère. Pardon? Oui. Réponse du berger à la bergère. Alors, j'ai pas entendu. Redites? Alors, quelles sont vos habitudes d'écriture? Alors, j'en ai pas. Enfin, j'en ai pas vraiment. Disons que jusqu'au moment où j'ai arrêté mes diverses activités professionnelles, c'était tellement luxueux les moments où je pouvais écrire. J'en avais très peu. C'était juste l'hiver, 3-4 mois d'hiver. Le reste du temps, j'étais sur les chantiers. Donc, bon, là, dans ces cas-là, c'est un vrai privilège. D'un seul coup, on a du temps, on a des journées. Donc, j'écris, je pouvais écrire absolument n'importe où. J'ai pas de manie. J'écrivais au début aussi comme Emma à la main, j'aimais bien. Maintenant, pour des histoires de dos, je ne peux plus. Donc, je passais directement sur l'ordinateur. Ouais, voilà. Si l'intérêt d'écrire à la main, ça a été longtemps parce que j'avais une position qui est liée d'ailleurs à notre discussion, nos discussions précédentes et au fait de se dégager d'une forme de fascination pour soi-même quand on écrit. Enfin, j'avais décidé que j'écrivais donc des manuscrits et que les manuscrits, je les découpais et je les donnais pendant les signatures, mais le vrai manuscrit et le vrai manuscrit, et que quand il était fini, j'arrêtais de signer. Ce que j'ai fait pour plein de livres. Donc, il y a plein de gens, plutôt que de m'emmerder, enfin, que de m'ennuyer, de chercher des dédicaces qui sont toujours mauvaises et qui déçoivent les gens qui viennent acheter des bouquins, je leur mettais un bout du manuscrit. Et quand j'avais fini le manuscrit, adieu. Donc, j'ai pas aucun manuscrit. Mais est-ce que je suis très content d'avoir. Hein? Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'on écrit différemment à la main et sur son ordinateur? Si, bien sûr que oui. Ouais, bien sûr. Et et oui. Et c'est complaisant l'ordinateur. On peut corriger comme on veut. On rajoute un mot, on bouge, on coupe. Je me souviens des éditeurs au début, quand sont arrivés les ordinateurs, ils recevaient. J'avais des discussions. Ils recevaient parfois des manuscrits et le copier-coller était une telle facilité qu'il y avait des manuscrits qui étaient immédiatement du copier-coller. C'est-à-dire les gens avaient écrit des choses, savaient pas quoi faire des pages et d'un seul coup faisaient des inclusions extrêmement faciles qu'on ne peut pas faire quand on écrit à la main parce que c'est long et il y avait ce gros défaut que je pense que les gens ont finalement cerné, décrypté, trouvé, mais qui était de faire de s'amuser avec la mécanique de l'ordinateur. C'est plus tragique d'écrire à la main si on peut utiliser ce genre de mots. Donc on devrait peut-être y revenir, mais moi je peux pas physiquement. Ah oui. Ouais, parce que j'ai des problèmes cervicaux, des problèmes de maçon. Je pense que le fait d'écrire à la main, c'est surtout une expérience hyper sensuelle. Enfin, moi, comme je le vivais avec moi-même, c'est-à-dire qu'on entre vraiment dans une sorte de transe. Le poignet fait un peu mal, mais on le sent pas, et limite, ça participe au plaisir d'écrire. Et du coup, on n'écrit pas du tout avec le même but. Enfin, on se relie pas pareil non plus. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu, mais vous avez raison, c'est tellement pratique l'ordinateur. Enfin, c'est vraiment une perte de temps en moins, quoi. Mais oui. En vrai. Merci à tous les deux. On passe maintenant, si ça vous convient, aux questions en fait de nos auditeurs. Alors, je regarde s'il y a des questions qui puissent être posées. N'hésitez pas, donc ceux qui nous écoutent, à poser des questions dans le chat.
Voilà une question pour Yves Bichet. Yves Bichet est-il un écrivain régionaliste? Oh, bah, j'espère pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'est plutôt négatif. Le régionalisme, on s'en fout de la région. Non, je crois pas. Une partie de mes livres sont inscrits dans le pays dans lequel j'habite, mais vraiment pas tous, hein. Il y en a plein qui se passent ailleurs, dans les villes. Et pour moi, c'est plutôt négatif. Je pense pas qu'une région ait une vertu en soi, ni d'ailleurs un pays, ni une nation, hein. Ce qui est intéressant dans l'écriture, c'est justement d'échapper au petit monde intérieur et privé dans lequel on peut se repaître facilement. Donc voilà. Mais en même temps, j'aime ma région. euh, mais voilà, je sais pas. Enfin, en tout cas, il faut pas être prétentieux. Il faut pas avoir l'idée d'être universaliste non plus. Mais il faut inscrire les choses dans une. Comment on inscrit les choses dans une vie personnelle, le moins possible de mon point de vue, pour laisser le plus possible de chance à l'imagination et de place à l'imagination, mais c'est quand même toujours inscrit dans une histoire personnelle, donc dans un lieu. Donc le côté archaïque et en même temps jardin de Grignan, qui était du pays de Grignan, a sûrement influencé d'une façon ou d'une autre mon écriture. Giono détestait qu'on le traite d'écrivain régionaliste, ce qu'on a fait beaucoup. Il avait horreur de ça. Jacotet, mon ami et voisin, pareil. Oui. D'accord, très bien. Je regarde un peu les questions. En fait, il y a beaucoup de questions qu'on a déjà traitées. Il y en a une qu'on n'a pas traitée, Olivier. Vous êtes proche de la prostitution, donc. Parce que vous êtes banquier et trader. Hein. Je lis ça. C'est un peu un cliché, ça. Vraiment. Et pour information, je ne suis plus trader. Ça fait très longtemps que je suis trader. Je suis toujours banquier. Je fais de la stratégie dans une banque. Mais je suis de plus en plus proche de la littérature que de la banque et que de la prostitution, d'ailleurs. C'est intéressant, un écrivain banquier, il n'y en a pas 50, si. Bah, Giono était banquier, justement. Ah oui? Au début, oui. Il a été employé de banque, ouais. Mais il fallait bien qu'il gagne sa croûte. Ah ben. Il a été employé de banque pendant assez longtemps. Et après. Ouais. Et moi, je suis un peu comme Emma, hein, finalement. Quelque part, je me regarde un peu vivre et je me regardais un peu faire ce métier qui était un peu étranger à moi-même, pour être honnête. Et sur lequel, d'ailleurs, j'ai écrit et j'ai sorti un livre également là-dessus, sur cette expérience de trading qui était assez intéressante. Donc, c'est un peu mon immersion, un peu comme vous, Emma. Surtout pas dans un bordel, c'était sur un trading floor, mais c'était un peu ça. Est-ce que vous avez des conseils? Est-ce que vous auriez des conseils pour quelqu'un qui souhaite écrire un roman ou une nouvelle ou quoi que ce soit? Quels seraient vos conseils pour les gens qui nous écoutent et qui voudraient écrire ou qui sont en train d'écrire? Bah, allez-y, Yves, allez-y. Ne pas saturer les éditeurs actuellement. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils savent vraiment pas quoi faire des manuscrits. Ne pas trop parler de soi. Moi, je pense qu'il y a un danger. Oh, puis, les éditeurs le savent. Alors, pour le coup, ils repèrent immédiatement. Et commencer par. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? Les erreurs à ne pas faire pour un écrivain débutant. Donc pas parler de soi, mais enfin, pourquoi pas parler de soi, mais en tout cas avec une sorte de distance, ne pas balancer un manuscrit très vite quand il est fini, parce que ah là là, ça c'est la catastrophe. C'est la première chose qu'on doit dire. Ne pas balancer des manuscrits à toute vitesse, parce on finit un manuscrit, on a vraiment besoin de se dégager de ce qui était en même temps un grand plaisir et un immense fardeau, et on cherche la résonance, et puis on se rend pas compte que à partir du moment où le manuscrit est reçu et refusé, comme 95% ou 99% des manuscrits que les éditeurs reçoivent, à partir de ce moment-là, c'est fichu. Et on va le regarder 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, et on va revoir des défauts dans tous les sens, mais c'est mort, on ne peut plus revenir. Donc, il faut dire ça à toutes les personnes qui ont
l'idée de se faire publier, n'envoyez pas. Alors il y a quelques exceptions, mais n'envoyez pas à tous les éditeurs. Attendez, laissez reposer le truc, et vous trouverez des défauts. Vous serez trop content de réparer tout ça avant de prendre le risque d'aller chez un éditeur. Et puis il faut effectivement que l'éditeur convienne, c'est-à-dire qu'il y ait des auteurs dont on est plus ou moins proche chez l'éditeur. Enfin, il y a des lignes éditoriales. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Emma. Ben, ce que j'allais dire, ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense que écrire, ça demande un mélange d'extrême confiance en soi et d'extrême humilité, parce qu'il faut la confiance en soi nécessaire pour écrire et ne pas penser à être lu. Il faut surtout pas penser à être lu, en fait. Il faut écrire pour soi et son propre plaisir. Mais je pense qu'il y a toujours un moment où il faut lâcher la bête, parce qu'il y a un moment où on n'est plus le meilleur juge de son propre travail et qu'il faut accepter, déjà oui, vous avez raison de laisser reposer le manuscrit pour se rendre compte soi-même des erreurs, et j'ajouterais même le faire lire en fait par d'autres gens qui vont être capables de vous dire ok, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Je pense, moi je suis toujours fascinée par les écrivains bien installés qui ne se font plus corriger par aucun éditeur, quoi. Alors, je sais pas si c'est une boursouflure d'ego ou si c'est parce qu'ils n'ont pas envie qu'on tripote dans leurs affaires, mais je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il y a vraiment un moment, et d'autant plus quand on est installé, où en fait on est engourdi par sa propre, par sa propre écriture, on est trop dedans, on voit plus. Au bout d'un moment, il faut lever le nez et prendre ce risque de faire lire ce qu'on a écrit, ne serait-ce que parce que l'approbation peut rendre le travail beaucoup plus facile, peut vous permettre de finir un manuscrit beaucoup plus facilement, et parce que au bout d'un moment, c'est votre propre langage, votre propre histoire, vous marinez dedans et vous n'êtes plus capable de voir les défauts et les qualités. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Emma et Yves. C'était une discussion passionnante. J'espère que tous les auditeurs ont apprécié. Donc, il y aura un replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube des mots. Et donc, je ferai circuler le lien. J'ai quelques remerciements. Et rebonjour Irina. Il y a quelques remerciements que j'aimerais faire. Donc, remercier vous deux, Emma et Yves, pour vos livres, pour avoir écrit ces livres déjà, m'avoir procuré ce plaisir, et puis pour être avec nous ce soir. Merci à l'équipe des mots, donc Irina Sinenkaya, Elise Nebou, Charlotte Steisel, Alix Bouillon, enfin toute l'équipe quoi, qui est formidable. La librairie Abyss Bookshop, donc à Sydney, et en particulier Christophe Villamar, qui est le responsable de la littérature étrangère et notamment française, donc à Sydney, et qui va avoir vos livres très bientôt disponibles en rayon. Donc à Sydney, vous serez lu à l'autre bout du monde, et donc on vous enverra des photos avec le Sydney Harbour Bridge et l'opéra, bien sûr, dans quelques temps, très bientôt, j'espère. Et merci à nos auditeurs également, et puis je vais laisser peut-être le mot de la fin à Irina. Ou pas. Merci à tous d'avoir suivi ce débat en visioconférence avec nous aujourd'hui. Et sur ces belles paroles d'Olivier, on va clore ce débat. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir.